Dans la pénombre de la ville, j'ai croisé un vieux couple. Mon Dieu qu'il était laid. Mon Dieu qu'il était laid. Ils marchaient en boitant, parlant des petits riens du jour. Mon Dieu qu'ils étaient laids. Mon Dieu qu'ils étaient laids. Curieux, je me suis retourné. Ils marchaient lentement, donnant la main à leurs secrets ridés, parlant des petits riens du jour, des petits riens de leur amour. Et sur leur dos voûté, éclairant la pénombre, souriait une étoile à la fenêtre de leur cœur. Mon Dieu, qu'ils étaient beaux! Mon Dieu, qu'ils étaient beaux! J'ai fait mes études à Caen, puis j'ai fait une année en 59-60, je crois, comme lecteur de français en Suède. Et après, j'ai demandé, ayant le CAPES pour être professeur d'histoire-géographie, les régions de montagne, le Jura, les Alpes, les Pyrénées, sans préciser, et le hasard m'a fait nommer à Digne. Donc ça fait plus d'un demi-siècle que je suis à Digne, et je me considère comme dignois maintenant enraciné. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un pays que je comprends. Je prends toujours l'exemple du poème qui s'appelle « Décembre », qui a été écrit sur le sentier de Cagrenard. Cagrenard, c'est un sentier qui longe la Bléone, rive droite, jusqu'au centre de géologie. Je l'ai fait un jour de Mistral en décembre. Donc il y a 3 strophes. La première évoque le ciel bleu. On monte vers le relais de télévision, on passe près d'une ancienne source. Et là, il y avait de la glace sur la mousse. C'est la deuxième strophe. On arrive en haut, on voit les maisons de Digne toutes petites, et on se demande pourquoi les gens sont là, qu'est-ce qu'ils font. Alors si je te dis, le ciel était très bleu, il y avait de la glace sur la mousse, on voyait les maisons de Digne toutes petites. Ça ne va pas t'émouvoir, ce n'est pas de la poésie. Donc je l'ai dit de la façon suivante, et la première strophe pour moi c'est la définition de la Haute-Provence. C'est un pays profond, où le ciel, fatigué d'être bleu, s'est allongé sur la montagne, où les oiseaux de nuit ont semé les premiers mots d'hiver pour éclairer les taches d'ombre. C'est un pays profond où les hommes, fatigués de l'été, ont des paroles déjà blanches. Alors dans tous les livres qui sont là, en particulier ces 3-là, voilà, ça c'était le premier, Les Sentiers de la Poésie. La suite, c'est Dernier Sentier, Sentier d'adieu, et celui qui est paru en janvier de cette année, c'est Et si c'était la vie. Il y a 4 thèmes, toujours. La poésie comme un jeu avec les mots, avec les idées. La poésie qui évoque la nature. La poésie qu'on appelle lyrique, qui évoque les sentiments. Et puis, pour moi, ce qui est un peu la finalité de la poésie, c'est une réflexion sur la condition humaine. Autrement dit, la poésie arrive à être une autre forme de l'écriture philosophique. Et pour moi, il y a un petit peu une hiérarchie entre ces 4 niveaux. Alors souvent, quand on fait un poème, enfin moi, comme ma façon de faire, je l'écris plusieurs fois, d'abord à la main, à la machine à écrire ensuite, et puis on le relit souvent. Au début, il vient d'être fait, on trouve qu'il est formidable, et puis il peut se faire qu'à force de le relire, on aperçoit qu'il y a des imperfections. C'est la même chose pour les tableaux. Le dernier qu'on a fait, on le trouve toujours très bien, et puis à force de le regarder, on dit « Ah ben non, là ça va pas, là ça va pas ». Donc l'art, si tu veux, c'est du travail, mais du travail qui ne doit pas se voir quand le résultat est accompli. L'émotion vient de ce qu'on voit dans la nature, elle peut venir d'une rencontre, elle peut venir simplement d'un article de journal. Et en février 1994, j'avais lu dans le journal le drame de Katia Bengana, que personne ne connaît. Mais la poésie, c'est aussi une forme de mémoire. Katia Bengana, c'était une lycéenne
algéroise de 16 ou 17 ans qui a été tuée en sortant du lycée parce qu'elle refusait de porter le voile. Et donc ce drame m'a ému et c'est un des plus beaux poèmes que j'ai fait qui se trouve dans les sorties de la poésie et dans un autre livre consacré à tous les drames humains qui s'appelle Le Mémorial des cris perdus. À la croisée des routes de la vie, là où l'ombre et le soleil dessinent l'horizon des interdits sacrés, elle marchait seule, œil et cheveux trop clairs pour ne pas offenser le fanatisme noir qui lance des appels. À la croisée des routes de poussière, un goéland très haut cherche en vain l'eau du ciel dans son regard de perles claires. Elle est étendue seule, trop libre pour ne pas offenser le fanatisme noir qui lance des appels. On la vit dans la nuit, donnant la main à un cri rauque, et le vent trop salé traversait sa poitrine, et des coquelicots fragiles parlaient de sang. En contemplant son ombre déchirée à la croisée des routes de la mort. Et ce poème me fait penser aussi à une phrase de Camus qui écrivait « Face à l'obstination de la barbarie, nous n'avons qu'une ressource, l'obstination du témoignage. » Alors, dans les sources d'inspiration, il y a aussi mon chien, ici présent, qui est... Mais ce n'est pas seulement le chien, c'est le mystère de la vie à travers un animal. Il s'appelle « Mon chien est un génie ». Mon chien est un génie. Dès l'âge de 1 mois, il savait conjuguer, au présent comme au futur, le verbe aimer. Mais jamais il n'a pu apprendre, le temps du doute et des faits irréels, ce que M. Bled nomme le conditionnel. Et aujourd'hui encore, malgré ses cheveux blancs, c'est au présent comme au futur qu'il conjugue le verbe aimer comme moi. Mon chien est un génie. Mais comme il n'y a pas de ponctuation, on peut dire aussi, et aujourd'hui encore, malgré ses cheveux blancs, c'est au présent comme au futur qu'il conjugue le verbe aimer. Comme moi, mon chien est un génie. On choisit l'interprétation. J'ai eu la chance, dans les années 59-60, pour éviter d'aller faire les guerres coloniales en Algérie, de partir en Suède comme lecteur de français pendant 1 an. Et là, j'allais dans des lycées, et j'étais étonné de voir que dans les couloirs du lycée, il y avait des reproductions des impressionnistes, alors que moi qui avais fait une licence d'histoire, un CAPES d'histoire, on ne m'avait jamais parlé d'histoire de l'art. Et là, j'ai commencé à peindre parce que là-bas, la peinture, c'était, comme l'hiver est long, c'était une activité qui paraissait pas farfelue. Renoir, quand on lui demandait qu'est-ce qu'un bon tableau, il disait c'est un tableau qui me rend heureux. Là, ça me rend heureux. Mais les tableaux qui sont dans l'autre pièce, ces tableaux inspirés d'expressionnisme, et ceux-là, ils ont d'une tendance tragique, à la manière d'Edouard Munch, de Caïm Soutine aussi, que j'aime bien. Donc ce sont 2 façons de faire complètement opposées. L'une exprime le beau, l'autre exprime les drames de la condition humaine. Le spectateur qui voit un tableau et qui voit que ce qu'il ressentait en lui confusément, qu'il n'arrivait pas à exprimer, mais que le peintre a exprimé dans le tableau, le spectateur, à ce moment-là, ressent lui aussi une sorte de soulagement. D'une part, sa souffrance n'est plus la seule, elle a été partagée, mais en même temps, il évacue, et c'est le côté qu'on appelle la catharsis, guérison par l'art. Je suis un poétothérapeute. Je vais DE, diplômé de l'État.
J'ai effectivement pas mal de poèmes inédits, dont certains me plaisent, mais la première chose, c'est d'arriver à diffuser, faire connaître la poésie, et c'est loin d'être facile, mais je te promets que pour mes 100 ans, je ferai un dernier livre avec tous les inédits.